Bonjour et bienvenue à une autre émission de Stéphanie s'informe. Aujourd'hui à l'émission, Stéphane Ouimet, kinésiologue, nous présente les différents éléments indispensables pour un programme d'entraînement maison sécuritaire et efficace. Ensuite, Jean-François Joannis nous propose une série western ainsi qu'une nouvelle série produite en Outaouais. Mais avant tout, nous rencontrons Martin Lajeunesse, conseiller municipal du district de Buckingham, afin de mieux comprendre les différents départs et changements qui ont lieu dans le parti politique Action Gatineau. Bonne émission! Merci beaucoup, Martin Lajeunesse, d'avoir accepté notre invitation à notre émission. Et on sait que dans les dernières semaines, il y a eu assez de rebondissements du côté du parti politique Action Gatineau. Donc, on va savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de personnes qui ne reviennent pas à la politique, comme le maire Maxime Pedneau-Jobin. Donc, comment vous avez réagi au départ du maire? Bien, écoutez, j'étais très attristé là, de voir le départ de M. le maire. Monsieur le maire a fait beaucoup de choses pour la ville. Quand on pense, là, pour moi, c'est qu'il a mis Gatineau sur la map. Là, il est allé chercher un projet de loi privé pour la réalisation du nouveau centre slush puppy. Écoutez, il était très présent. C'est un homme avec une belle vision. Maintenant, je respecte cette décision. Buckingham perd son maire parce que, en plus du maire de Gatineau, il restait à Buckingham. Moi, je lui lève mon chapeau pour tout ce qu'il a fait là, pour la ville. Certainement, et ce n'est pas... Et maintenant, oui, et après ça, il y a Mme Renée Amillot qui a affiché aussi son départ, M. Cédric Tessier qui a affiché leur départ. M. Cédric Tessier, même pour lui, il ne voulait pas faire de la politique toute sa vie. Maintenant, il est retourné aux études, alors il a décidé de remercier. Il a fait 2 mandats. Mme Amillot, pour elle, je pense que c'était clair, elle voulait faire un mandat. Son conjoint va prendre sa retraite. Alors, elle, quand elle regardait ça, c'est un engagement de 4 ans. Alors, elle a dit, écoutez, à l'intérieur de 4 ans, mon conjoint va être à la retraite. Fait qu'elle aimait mieux là, prendre sa retraite du conseil municipal. Du côté de Mme Nadeau, Myriam Nadeau, elle a fait beaucoup de choses pour son district. Elle a été infligée là, à 2 reprises là, sur les inondations. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même très éprouvant là, pour un élu municipal. Et elle a choisi de prendre une pause. Alors, je pense qu'elle ne renonce pas à la politique. Elle veut juste réorganiser ses choses, prendre une pause, penser à sa famille et peut-être revenir plus tard ou faire d'autres fonctions politiques plus tard. Ça, l'avenir va le dire. Il n'y a donc pas de corrélation entre les différents départs dans le parti politique. Non, il y a Mme Nadeau qui a quand même partagé que le fait que Maxime parte, disons que ça y a ouvert la porte à dire, je veux penser à ma famille, je veux penser à d'autres choses là, pour le moment. Mais ça n'arrête pas que Action Gatineau est quand même en investiture dans différents districts. On vient d'avoir une investiture dans Wright là, pour remplacer M. Cédric Tessier, M. Steve Murray. Excusez-moi, pas Murray. C'est Catherine Murray qui remplace, pas qui remplace, mais qui est dans un autre district là, des Chênes, je crois. Je n'ai pas la liste, là, mais moi, les gens d'Action Gatineau me disent qu'il y a encore des investitures, il y a encore des gens qui veulent s'impliquer au sein là, de la ville. Ce serait quoi les différents enjeux et défis entourant la venue d'un nouveau maire? Moi, je perds un maire qui sera dans Buckingham. Alors, pour moi, mon objectif, c'est de représenter les gens de Buckingham comme élu municipal au sein de la grande ville. Et pour moi, c'est important de savoir quelle porte aller cogner, quel fonctionnaire interpeller là, sur différents enjeux. Comme c'est là, on a eu des problèmes là, pour l'aménagement de la piste multifonctionnelle dans le secteur. C'est en voie là, quand même, là, c'est sur le plateau là, de réalisation,
Mais maintenant, quand j'avais le maire qui était dans mon district, quand je parlais d'un problème avec la rue Georges qui passait à tous les jours, c'était très facile de le convaincre. Après ça, il me restait à convaincre aussi les autres élus alentour de la table. Mais disons qu'en ayant le maire dans mon district, c'est peut-être plus facile à convaincre là, de différents problèmes. Là. Maintenant, je suis confiant qu'avec l'expérience que j'ai, avec le réseau que j'ai aussi alentour de la table avec différents élus, là, ce matin, là, j'étais au centre Slush Poppy avec mon collègue Daniel Champagne et je considère que j'ai une bonne relation avec Daniel et moi, je veux continuer à travailler avec lui et avec les autres élus. Là. Et avec votre expérience, est-ce qu'on pourrait compter sur vous comme étant un nouveau maire? Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Non, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Moi, là, mon objectif, là, j'aime bien mon district. J'ai grandi à Buckingham, j'ai mon commerce à Buckingham avec ma sœur. Puis moi, je suis là pour défendre les gens. Quand j'ai rencontré, la semaine passée, j'ai rencontré Madame Trudel parce qu'elle avait un problème avec les bacs de recyclage qui étaient brisés. Bien, moi, ça me fait plaisir. C'est ma drive de vouloir aider les citoyens de trouver des solutions, puis d'interpeller les services parce que Madame a fait la requête. Maintenant, il y a un retard accumulé sur la distribution. OK, mais on peut-tu prioriser X, Y, Z? Et après ça, j'ai Monsieur Cousineau qui, lui, avait un problème avec le lampadaire en avant de chez eux. Alors moi, c'est ma drive de défendre les gens du secteur. Maintenant, devenir maire, là, le maire défend les gens de tous les secteurs et son engagement est encore plus exponentiel. Moi, je considère que mon engagement est à 100%, mais je ne voudrais pas qu'il devienne à 200% pour la grande ville. Puis Alors, quoi... non. Non, super. Et à quoi pouvons-nous s'attendre pour l'avenir du parti politique Action Gatineau? Bien, le parti politique, je veux dire, a un programme qui est adopté par au-dessus de 2000 membres, là, 2050 membres. Et on fait des forums, on fait des consultations, on fait des colloques. Avant les élections, il y a un colloque qui est organisé pour des objectifs grande ville. Alors, ça, pour moi, c'est une belle plateforme parce que au-delà de défendre mon district pour les enjeux du district, ben, on a un programme grande ville qui, avec des orientations, on va avoir des collègues, je vais avoir des collègues alentour de la table d'Action Gatineau où est-ce qu'on se rencontre une fois par semaine pour des enjeux de qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. Maintenant, c'est dans le programme, ben oui, on le défend selon le programme qui était établi. Puis, si c'est pas dans le programme, ben c'est selon mon district où est-ce que je le défends. On me parle beaucoup là, d'Action Gatineau puis les lignes de parti. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a plusieurs fois où est-ce que je n'ai pas voté de la même manière que M. le maire et où je n'ai pas voté de la même manière que d'autres élus d'Action Gatineau parce que ce n'était pas dans le programme. Puis c'était important pour mon district. Alors moi, je devais le défendre. Alors, on a quand même la liberté, là. L'engagement que j'ai avec mon parti, c'est que si je suis pour voter contre quelque chose que le parti veut piloter, mais je dois les aviser et je dois avoir argumenté. Fait qu'on on a quand même des sujets de discussion, puis je dis, écoutez, pour moi, je ne peux pas voter pour ça, je ne peux pas appuyer ça. Alors, l'objectif, c'est de les aviser que, regarde, moi, je vais m'enligner là. Mais pour moi, un parti politique, c'est pas comme le fédéral, le provincial, où est-ce que, je ne voudrais pas dire qu'ils font du rubber stamping, mais où est-ce que le chef leur dit, ben écoute, il faut que tu approuves, il faut que tu votes pour. Alors, moi, je ne me considère pas comme un parti politique provincial fédéral. On parle d'Action Gatineau comme un parti là, proche du citoyen, puis avec une vision là, plus grande, une liberté. Puis maintenant, avec l'Outaouais qui tombe en zone orange, à quoi peut-on s'attendre? Tout à l'heure, vous avez mentionné les glaces, l'ouverture des glaces qui venait de se passer ce matin même. C'est quoi les autres enjeux entourant le retour en zone orange? Bien, les enjeux, c'est que là, on a quand même une meilleure liberté. Les restaurants peuvent ouvrir. Les enjeux, par exemple, c'est que je demande quand même aux citoyens là, d'être vigilants.
de continuer à porter leur masque, à la désinfection, à respecter les consignes. Parce qu'il ne faut pas non plus là, se réjouir puis commencer à baisser les gardes. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important parce que nos commerces, là, on l'a vu là, cette semaine, je discutais avec au 5 à 7 là, du regroupement des gens d'affaires. Puis c'est difficile, là. Les commerces trouvent ça difficile, toutes les restrictions, le manque de clients. Alors, il ne faut pas baisser les gardes. Les subventions fédérales sont au rendez-vous. Ils viennent nous aider à rester ouverts. Je pense qu'il y a quelques commerces qui ont fermé définitivement, mais la plupart ont réussi là, à garder le cap en bénéficiant des différentes subventions. Fait qu'il faut pas prendre à la légère là, les consignes. On veut rester en zone orange, on ne veut pas retourner en zone rouge. On veut rester en zone orange, puis on veut baisser en zone jaune. Certainement. Exact. Bien, un grand merci d'avoir été parmi nous. Et pour les gens qui voudraient plus d'informations sur vos différents projets, sur le parti politique en tant que tel, on les invite à aller sur votre site Web. Et on vous souhaite bonne chance dans la recherche de votre nouveau maire et on va suivre le tout de très, très près. Donc, merci beaucoup et on enchaîne maintenant avec Stéphane Ouimet de Miokin. Merci beaucoup, Stéphane, d'être parmi nous encore une fois pour une autre chronique santé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des programmes d'exercice à faire à la maison. Donc, c'est quoi les choses à savoir ou à faire pour débuter un programme à la maison? La plupart des gens qui viennent nous voir ou qui me posent des questions, ils aimeraient beaucoup faire des programmes à la maison. Puis je pense qu'un programme à la maison, si on a la motivation de pouvoir bien structurer nos exercices, d'avoir un agenda et de se faire un horaire qui est super, super important pour maintenir notre motivation à faire des exercices à la maison, mais surtout là, dans la période qu'on vit, mais en tout temps aussi parce que plusieurs personnes qui ne veulent pas nécessairement se déplacer pour se rendre soit dans des programmes en groupe ou dans des centres de conditionnement physique. Maintenant, des petites choses super importantes à prendre en considération. Puis la première, évidemment, c'est la fréquence. Donc, les gens posent souvent est-ce que je devrais en faire souvent de l'exercice? Santé Canada recommande 150 minutes d'exercice par semaine. Donc, ça représente à peu près 5 jours par semaine, 30 minutes par jour. Personnellement, là, je dis aux gens, là, ça devrait être entre 30 et 60 minutes, mais tous les jours. Parce qu'il y a tout le temps une journée dans la semaine que ça ne nous tente pas. Fait que si on planifie déjà des journées qu'on ne fera pas d'exercice, on va peut-être avoir la difficulté à atteindre notre 150 minutes. Deuxième chose qui est importante, c'est que l'activité physique, là, c'est comme se brosser les dents. Tu ne peux pas te brosser les dents pendant 3-4 heures ou 150 minutes le dimanche puis penser que tu vas être bon pour le reste de la semaine. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avantages à une plus courte durée, mais avec des récurrences plus souvent dans la semaine. Maintenant, si vous faites des exercices cardiovasculaires, vous pouvez en faire tous les jours. Votre corps récupère excessivement rapidement. Là, vous allez être en mesure de pouvoir répéter votre exercice. Mais si vous faites de la musculation avec de la résistance, vous allez causer ce qu'on appelle des petites micro-déchirures. Puis ça, mon corps va avoir besoin d'un minimum de 24 à 48 heures pour se réparer. Donc, cardio tous les jours, musculation, on préfère le faire aux 2 jours. Deuxième chose qui est bien importante, c'est l'intensité. Souvent, les gens vont dire hey, « faut que ce soit intense là, parce que moi, là, il me semble que je ne bouge pas assez, là, ça n'a aucun, ça n'a pas de bienfait, puis c'est complètement faux. » Dites-vous que le mouvement, c'est la clé de ce qui est le plus important. Puis comme je mentionnais, évidemment, la fréquence que vous allez le faire le plus souvent possible. Maintenant, là, si vous êtes du genre à vouloir absolument travailler très, très fort, il ne faut pas non plus négliger le fait que plus vous allez vite, plus vous êtes intense, plus les risques de blessures sont grands. Donc, si vous avez beaucoup d'expérience en entraînement, vous pouvez là, monter un petit peu l'intensité. Mais habituellement, je mentionne aux gens, on commence ça bien, bien relax, mais c'est aussi important dans nos exercices de savoir qu'est-ce que nous, on veut comme exercice. Je donne un exemple bien simple. Les gens qui sont diabétiques veulent, eux, à prime abord, brûler des kilocalories pour aider à gérer le poids. N'oubliez pas que quand on veut faire de l'exercice, en principe, ça fait baisser notre glycémie parce qu'on brûle, entre autres, les glucides dans le sang. Sauf que si l'intensité est très, très élevée, là, les gens, plutôt que de faire baisser leur glycémie, vont faire augmenter leur glycémie. Donc, si vous entraînez à une trop haute intensité, on appelle anaérobie, vous êtes comme contrepartie de vos propres objectifs. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Troisième chose, le tempo, slacker. Bon, on va bien trop vite, vite. À toutes les fois que vous donnez un coup comme ça, pow, claque dans l'articulation, clac dans l'articulation. Plus c'est lent, plus c'est dur, plus c'est mieux.
Évidemment. Maintenant, la durée, j'ai mentionné tantôt, minimum 30 minutes. Puis honnêtement, c'est pas parce que 5 minutes, c'est pas assez. C'est pas parce que 30 minutes, c'est l'endroit idéal. Là. Mais entre 30 et 60 minutes, sans oublier qu'on peut les accumuler durant la journée, ces exercices-là. Certaines personnes ne sont pas en mesure de marcher pendant plus de 10 minutes. Je leur dis, hey, faites-le 3-4 fois dans votre journée, accumulez les minutes. Oui, on peut accumuler les minutes. C'est quoi les indispensables à avoir à la maison? Moi, je dis souvent aux gens, c'est un très, très petit investissement. Le plus important, c'est de l'espace. Parce que si vous faites de l'exercice et que vous cognez un bras après la télé, c'est sûr que c'est un peu contre-productif. Maintenant, en termes d'équipement, vous pouvez, pour un petit 5 bien facile, vous acheter un élastique avec lequel vous allez pouvoir faire une multitude d'exercices de résistance. Deuxième chose que vous pouvez investir, des petits pois. Dites-vous que ça coûte à peu près 1 pièce la livre. C'est moins cher qu'une livre de beurre. Fait que si vous achetez des 2 livres, des 1 livre, vous avez encore une fois plein d'exercices que vous allez pouvoir faire. Puis, ce n'est pas nécessaire d'en avoir 50 différents. Vous allez pouvoir varier le nombre de répétitions que vous allez faire. Plus vous faites de répétitions avec un petit poids, vous travaillez en endurance musculaire. Plus le poids est grand, plus la résistance est grande, faites moins de répétitions pour travailler en force. Puis quand la sagesse prend forme sur le regard du temps, c'est important d'allonger le nombre de répétitions pour travailler en endurance. Après un bon matelas, moi j'aime bien les matelas, puis n'oubliez pas qu'encore une fois, si vous êtes un petit peu plus âgé que les autres, un petit coussin pour la tête, c'est super important. Vous vous retrouvez comme ça quand vous êtes sur le tapis, un bon tapis. Et finalement, probablement l'outil le plus important à avoir, c'est une bonne paire d'espadrilles. Maintenant, si vous sortez l'espadrille du garde-robe puis la poussière où il y a comme la musique qui part en sortant vos espadrilles, là, faites-vous-en pas, ça fait rien que longtemps qu'ils ne vous ont pas vu. Réapprenez à les connaître, ça devrait bien aller. Et comment est-ce qu'on s'assure que tous nos exercices sont sécuritaires si on est tout seul à la maison? C'est sûr qu'un petit peu, les gens me demandent souvent des standards, des vidéos et ces choses-là. Puis je leur explique que c'est difficile là, quand on n'est pas là pour bien vous guider parce qu'on parle beaucoup de faux mouvements. Donc, on peut bien vous dire de lever le bras, mais si vous le levez tout croche, vous risquez de vous faire mal. Donc, évidemment, si vous avez un problème de santé en particulier, là, vous devriez faire appel à un professionnel de la santé, que ce soit un physiothérapeute, un motothérapeute sportif, ou bien qu'un kinésiologue. Il y en a quelques-uns en Outaouais aussi qui peuvent vous aider pour avoir non seulement un programme qui est sécuritaire, mais aussi pertinent à vos propres objectifs. Quand on parle de prendre un exercice, on parle de qualité physique. Quelle est la qualité physique que moi, je veux améliorer? Je veux améliorer ma santé cardiovasculaire. J'ai eu 3 pontages, je suis cardiaque, j'ai un pacemaker. Peut-être que l'intensité serait excessivement importante pour moi à avoir. Donc, un bon professionnel va pouvoir vous dire non seulement comment faire vos exercices, mais l'intensité à laquelle vous pouvez faire vos exercices, autant pour la pertinence de vos qualités physiques que pour la sécurité. Et en ce moment, si on n'a pas accès à un professionnel si facilement, est-ce qu'il y a des petites mesures qu'on peut mettre en place? Est-ce que c'est mieux de se regarder dans le miroir? Est-ce que c'est mieux de demander à quelqu'un? J'aime beaucoup cette suggestion-là parce que souvent, les gens, ils perdent cette capacité-là de pouvoir voir leur propre mouvement. Moi, je fais des exercices avec ma mère, puis je lève le bras droit, puis elle lève le bras gauche. Je veux dire, puis là, je disais, non, l'autre droite. Donc, de bien comprendre comment on est positionné. Si des fois, les gens sont comme ça, je dis, placez-vous droite. Je suis droite, Stéphane. Oui, vous pensez que vous êtes droite. Donc, le miroir, un excellent allié. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est commencer donc tranquillement. Essayez d'être en mesure de comprendre que vous devez faire quelque chose souvent pour l'améliorer et non de le faire de façon intense. Si vous essayez d'aller trop vite, si vous essayez de trop en faire, vous allez avoir de la difficulté. Donc, le corps, pour s'améliorer, doit être en mesure de gérer le stress que je lui impose. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je lui en demande trop, sinon ça peut être dangereux. Et 2, je le dis tout le temps, aussi gérer le stress que je me suis imposé. Donc, si vous levez le lendemain matin et vous êtes comme raide et courbaturé des exercices que vous avez faits, c'est votre corps qui est en train de vous dire « Prends une journée de repos. » Pour vrai, prends une journée de repos pour revenir encore plus fort. Sinon, le corps, là, à force de trop en faire, il risque de s'affaiblir puis ce n'est pas vraiment notre objectif. Il ne faut pas oublier que faire de l'exercice, ça nous amène notre belle hormone du bonheur, comme vous avez si bien le mentionné. Je l'adore, celle-là. Mais c'est la seule raison pour que je fais de l'exercice. Mais en fait, c'est ce que ma femme me dit. C'est pas de bonne humeur. Va donc courir dehors. Mais on rappelle également que, comme vous avez mentionné, le plus important pour les gens qui veulent s'assurer d'être sécuritaires, c'est de faire appel à un kinésiologue comme à vous. Et il y a également votre plateforme qui existe, Myokin, sur laquelle on peut retrouver des vidéos pour se motiver, pour savoir comment mieux s'entraîner et pour cibler également des objectifs qu'on veut faire ensemble.
Absolument. Fait que n'hésitez pas, là, envoyez-moi un petit message. Puis si jamais je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à vos objectifs, je connais plein de monde. Là. Puis s'ils sont bien meilleurs que moi pour vous aider, inquiétez-vous pas, là, entre nous autres, là, on va bien s'entendre. Mon objectif, c'est que vous assurez que ce soit sécuritaire parce que si ça ne l'est pas, non seulement ce ne sera pas le fun, mais vous ne le ferez pas longtemps. Donc, on n'a plus aucune excuse. Maintenant, c'est l'heure d'aller bouger. Donc, je te remercie énormément d'avoir été parmi nous. Et maintenant, on enchaîne avec la chronique cinéma de Jean-François. Merci Jean-François d'être avec nous pour une autre suggestion cinématographique. Qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? On va parler en premier d'une série qui est disponible sur Amazon Prime, mais aussi ensuite de ça, une série web qui s'en vient, là, qui a été produite dans la région. Parfait. Donc, je pense que le premier sujet, c'est Yellowstone. Exact. Yellowstone. Yellowstone, c'est une série là, qui a débuté en 2018 puis qui roule toujours. Là. Ils en sont à leur 3e saison. Une 4e qui est en route, mais là, comme toute production à travers le monde, ça a été retardé. Je pense que c'est un peu la même situation pour eux autres. Ça a été écrit par Taylor Sheridan et John Lindsay. Sheridan, lui, c'est lui qui est derrière le scénario de Sicaro. Sicaro, là, je ne sais pas si tu l'as vu, Steph, mais c'est un des premiers films, sinon le premier film de Denis Villeneuve, notre réalisateur québécois, avec les Américains. Et puis, ce film-là explore le monde criminel, les bas-fonds du monde criminel, je devrais dire, là, à la frontière des États-Unis et du Mexique. Et ça donne un petit peu une idée là, de ce que ce scénariste-là là, aime écrire. Et puis, John Lindsay, lui, il est producteur de Son of Anarchy. Fait que ça vous donne encore une fois là, un petit peu un background de ce qu'on peut s'attendre de cette série-là. Ça ne fait pas exception là, d'explorer le monde criminel ici avec Yellowstone, alors qu'on suit la famille Dutton. La famille Dutton, c'est une famille riche dans le Montana qui ont un gros ranch. C'est le plus gros ranch aux États-Unis. Et John Dutton est joué par Kevin Costner. Kevin Costner, qu'on connaît très bien, là, qui a une longue carrière. Je n'aurais même pas besoin de nommer dans quoi il a joué. Moi, je l'aime depuis Fields of Dreams dans les années 80. Encore une fois, il livre une performance là, vraiment qui perce l'écran, selon moi. C'est ça, fait que c'est une famille. Lui, il est le père de la famille et lui et ses enfants essaient de maintenir, dans le fond, le ranch. C'est à peu près ça le gros de l'histoire, qui est menacé par différentes choses. D'un côté, il y a des projets immobiliers qui veulent venir venir se construire à la frontière du ranch. Puis c'est des projets immobiliers nécessairement qui ne vont pas avec leur vision à eux autres, parce qu'ils veulent construire des grandes tours, des casinos et tout ça. Et de l'autre côté, on a aussi, ils sont à la frontière d'une réserve indienne et eux veulent reprendre la terre des Dutton parce que c'est une terre ancestrale qu'ils voudraient récupérer. Puis pour eux autres, ça n'a pas de sens que ce soit les Dutton qui gèrent cette terre-là depuis 2 générations maintenant. Donc, John Dutton, lui, il essaie de préparer la prochaine génération, donc ses enfants, à tenir la terre et tenir le ranch. Et ce qui est vraiment spécial, c'est comment ces personnages-là, ça me fait un peu penser d'une certaine façon à Game of Thrones, là. Puis c'est une série de 18 ans et plus, hein, soit dit en passant. Ça me fait un petit peu penser à ça dans le sens que c'est des personnages qu'on va autant haïr à un certain moment, puis d'autres temps, on va s'y attacher, puis on va sympathiser avec eux autres. Le père de famille, là, nécessairement, il va prendre des mesures qui sont inadéquates, pour ne pas dire, en fait, c'est des mesures violentes même, autant verbales que physiques, pour tenir sa famille, puis essayer de faire en sorte qu'ils vont diriger le ranch selon sa vision. Et puis, malgré tout ça, on voit que dans le fond, il les aime, ses enfants. Fait que c'est assez spécial, la dynamique qu'il y a entre eux autres. Nécessairement, les enfants, là, ils souffrent tous de problèmes psychologiques. Ça va vraiment pas bien dans leur tête. Et le drame qui s'en découle de tout ça est vraiment intense. Il y a beaucoup de revirements. C'est impressionnant de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, des fois, pour la cause du ranch. Puis ça, c'est peut-être le côté plus laid de la série. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout le mode de vie cowboy qu'on explore de façon assez détaillée. Donc, si on est amoureux là, des chevaux, de la campagne, de la musique country, même, il y a beaucoup de musique country dans la série, c'est sûr que vous allez apprécier. Mais moi, tu sais, je ne suis pas fan particulièrement de country, mais je suis quand même capable d'apprécier cette série-là, ne serait-ce que pour les paysages fantastiques du Montana. Ça n'a pas l'air d'être synthétique, ça a l'air vraiment réel. Puis, on peut s'imaginer, premièrement, c'est filmé en format large comme au cinéma.
en format 2.35 et ça donne vraiment des panoramiques impressionnants. Puis on va vraiment vendre la beauté qu'est le Montana et aussi tout ce qui est la vie avec les chevaux, la vie sur un ranch. Puis, tu sais, même quelqu'un qui aime l'équitation va adorer cette série-là parce qu'ils ont vraiment des belles bêtes, là, de beaux chevaux. Puis c'est impressionnant de voir tout ce qu'ils sont capables de faire avec ces animaux-là. Donc, c'est ça, fait que c'est une série là, que je recommande fortement qui est disponible sur Amazon Prime. Et c'est ça, on attend là, la 4e. En tout cas, moi, j'attends la 4e série avec impatience. Et donc, après 3 saisons, il y a toujours de l'action. On n'est pas en train de s'essouffler dans l'histoire. Non, c'est impressionnant. C'est parce que, comme je dis, c'est que ça prend tellement de revirements inattendus que, honnêtement, je l'écoutais le soir, des fois avant de me coucher, puis c'était pas une bonne idée. J'étirais trop longtemps. Ça me détend pas. C'est juste excitant, stressant et puis accrocheur. Fait que, ouais, une bonne série. Super. Et pour ta deuxième suggestion, on sait que c'est important d'encourager le local, mais d'autant plus dans les productions cinématographiques, il faut également le faire. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben, c'est une série web là, qui s'en vient, qui s'appelle Our Hidden Hills, qui est produit par 100 Miles Arts Network. Je ne connaissais pas la compagnie de production, là, je ne suis pas familier, mais je suis allé voir ce qu'ils font et c'est très bien. Ce qu'ils vont proposer, là, c'est une série qui va sortir là, le 24 février. Là, je ne suis pas sûr de la diffusion là, de ce qu'on est en train d'enregistrer, mais le premier épisode va être le 24 février. Ensuite de ça, le 3 et 10 mars, vont avoir les 2 et 3e segments de leur documentaire. Et ils explorent là, la vie artistique dans la région. Ils vont surtout se concentrer sur la Haute-Gatineau, donc c'est une série qui est en anglais. Et puis, les artistes qui témoignent, là, pour voir les extraits qu'ils ont déjà fait sur leur page YouTube, là, ils parlent vraiment de leur art avec passion. Puis, on explore aussi des pratiques qui sont peut-être un peu moins connues. Comme c'est là, j'ai vu qu'ils sont allés rencontrer là, quelqu'un qui fait de la claquette, des gens qui travaillent la pierre, mais aussi on va dans des choses plus traditionnelles comme la photographie, la peinture, le crayon. Puis, on explore aussi, évidemment, qu'est-ce que c'est que de travailler dans un domaine artistique en temps de COVID. On se comprend que ces gens-là ont besoin de moments de rassemblement où est-ce que pour pouvoir présenter leurs œuvres, avoir des événements où ils peuvent démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Puis, il n'y a pas de scène non plus. Donc, évidemment, là, c'est un défi de ce côté-là. Et puis, c'est ça. Donc, ils vont se promener, là, entre autres, à Chelsea, Wakefield, Ottawa, dans des petits villages que je ne connaissais pas. Je suis sûr que toi, d'extérieur, tu vas peut-être explorer ça à un moment donné dans ton émission, mais des villages comme Ferrelton et Brennan's Hill. Donc, c'est ça, une belle série qui semble prometteuse qui s'en vient là, pour le web. C'est disponible sur leur chaîne YouTube. Un grand merci, Jean-François, pour ces suggestions cinématographiques. Et si vous également, vous avez des suggestions ou des commentaires à nous faire parvenir, n'hésitez surtout pas. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Stéphanie s'informe.